Salut à tous et à toutes, c'est Aztekra et vous regardez New Mechanicum, merci. A l'occasion de la sortie du jeu Légion Imperialis, je vous propose une série de tutos de peinture pour peindre rapidement, facilement et efficacement vos figurines. N'hésitez pas à aller consulter mes autres vidéos afin de vous aider, je l'espère, à choisir une Légio titanesque. Le truc, c'est que le jeu n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre ces vidéos. Mais comme j'étais dans la lancée et que j'avais quelques chevaliers pour 40k que je n'avais jamais peints depuis des années, je me suis lancé et je vais vous proposer cette fois-ci une vidéo consacrée à la maison Vironi. Contrairement à mon habitude, c'est une maison loyaliste, mais rassurez-vous, pour la prochaine vidéo, je reviendrai sur les fondamentaux avec mes renégats. Le schéma de couleur s'inspire comme d'habitude des livres sortis pour le jeu Adeptus Titanicus. Et bien que la figurine soit à l'échelle 40k, vous pouvez tout à fait transposer au format Légion Imperialis. J'ai essayé de coller au plus près de l'imagerie du bouquin, tout en utilisant des techniques de peinture super simples et accessibles à tous. J'ai peint un premier chevalier test, sans m'embêter avec l'iconographie, les détails à main levée, les décalcos, etc. C'est des étapes qui rajoutent du détail et embellissent la figurine, mais qui prennent beaucoup de temps et qui sont un petit peu plus techniques. J'y reviendrai peut-être plus tard, on verra. L'objectif, ça va donc être de peindre ensemble ce big boy. Et puis après, spoiler alert, les vilains, on verra ça dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, pour commencer, j'ai soclé et sous-couché mes chevaliers 40k avec les mêmes méthodes que mes figurines de Légion Imperialis. Je publierai une vidéo sur le soclage de mes figurines plus tard. L'idée, c'est de représenter un sol recouvert de ruines et de débris dans une zone de combat plutôt urbain. Pour la sous-couche, je commence par une base de noir, suivie d'un premier zénital de gris, puis d'un second zénital de blanc. J'utilise des bombes Citadel couleur, même si n'importe quelle peinture du commerce peut convenir. L'importance de la sous-couche, c'est de protéger la figurine et de la préparer à la peinture, en accentuant les ombres naturelles et les éclaircissements. J'utilise des peintures Citadel couleur parce que j'aime leur échéancier de couleur et qu'elles sont faciles à se procurer. Toutefois, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle peinture du commerce, et j'irai même plus loin, pour économiser des sous, privilégier les mélanges afin de limiter le nombre de pots à acheter. Vous verrez que je présuppose que vous connaissez des techniques de lavis, brossage à sec, etc., ainsi que les peintures contrastes. Dans cette vidéo, j'utiliserai beaucoup la technique du stippling en plus. Elle est très simple, elle consiste à tapoter avec le bout du pinceau les zones que l'on souhaite éclaircir. Et elle permet de rajouter un effet de texture tout en permettant des transitions subtiles entre les différentes couleurs. On va commencer par un lavis massif de Contrast Siger Brown. Dans un premier temps sur le socle, puis sur toutes les parties qui seront métalliques, notamment l'exosquelette, les armes, etc. C'est une étape très longue sur les grosses figurines, mais très importante pour la suite. Donc armez-vous de patience et de votre pinceau le plus large et le plus pourri, et ne vous inquiétez pas si vous manquez de précision, on corrigera ça plus tard. N'hésitez pas à diluer le contraste avec de l'eau, ça économisera un petit peu la peinture et ça sera plus facile à travailler, notamment sur le socle. Le fait d'avoir sous-couché les figurines avec un gris puis un blanc zénital, ça va permettre d'accentuer l'effet de contraste apporté par la peinture Citadel Contrast, qui a pour effet d'accentuer naturellement les ombres de la figurine, tout en réalisant un effet d'éclaircissement. Les peintures contrastes sont vraiment bluffantes, ça permet vraiment de construire super rapidement et facilement la couleur que l'on souhaite. Franchement, j'ai connu l'avant contraste et je peux vous garantir que ça change la vie. Et voilà, après environ 1h30 de badigeonnage, parce que franchement c'est du badigeonnage, il n'y a aucune technique, on dépasse de partout, il y a des éclaboussures, mais au final on aboutit à un résultat déjà assez sympa. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est de donner de la profondeur, de la nuance, du contraste à proprement parler aux couleurs que l'on va mettre par la suite, en l'occurrence le métal. Ça va donner au métal un aspect rouillé, huileux, crasseux, qui correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une machine de guerre en plein combat. C'est une étape longue, mais extrêmement simple. Enfin c'est long parce qu'il s'agit d'une grosse figurine après, mais c'est exactement la même technique pour les Légions Imperialis, et forcément sur ces petites figurines là ça sera beaucoup plus rapide. Essayez d'être le plus complet possible, mais c'est pas grave si vous n'allez pas dans les moindres recoins. Dans ce sens où la sous-couche a déjà permis d'assombrir en fait les recoins les moins accessibles. Et puisqu'au final on cherche surtout à avoir une figurine qui soit belle et qui s'insère bien dans une armée, on cherche pas non plus à en faire une bête de compétition. C'est l'effet global d'une armée cohérente visuellement qu'on recherche, sans pour autant faire de la peinture de précision. Une fois que la figurine est bien sèche, on va commencer à peindre les bordures qui seront dorées. On commence avec une base de Warplock bronze. L'intérêt des peintures basses, c'est qu'elles sont concentrées en pigments, si bien que même sur une sous-couche claire comme le blanc,
le pouvoir couvrant de la peinture sera plus élevé que sur une couleur de type layer. Ça va permettre de commencer à construire une couleur dorée métallique. Utilisez un pinceau brosse large, mais ne vous inquiétez pas si vous dépassez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence par les bordures, avant de peindre les panneaux d'armure. C'est plus facile dans ce sens-là. D'abord on peint les bordures, puis en repeignant les panneaux, on repasse par-dessus les petites erreurs qui auraient pu être commises. On poursuit la peinture des bordures avec du Layer Gain as Gold. C'est pareil que pour la sous-couche précédente, inutile d'être trop précis. Si vous dépassez, on corrigera ça plus tard. Brossez de sorte à laisser apparaître dans les creux ou les surfaces moins visibles la couche précédente. Brossez dans un premier temps toujours dans le même sens, par exemple du haut vers le bas, et dans une seconde couche, brossez de gauche à droite, de sorte à donner un aspect brossé, texturé au métal doré. Une fois que le Cygor Brown est bien sec, brossez l'ensemble des parties métalliques avec du base Leadbelcher. Prenez votre pinceau brosse le plus large et en avant pour un brossage à sec généreux. Insistez principalement sur l'exosquelette et l'armement, mais n'oubliez pas les petites parties visibles sur les panneaux d'armure, évents, échelles, jointures, boulons, etc. Ne vous inquiétez pas si vous dépassez, on réparera ça dans les étapes suivantes, on est en plein dans le mode chaos. Puis l'avantage si jamais vous dépassez, c'est que ça donnera à la figurine un aspect usé et endommagé par les combats. Donc profitez, après la longue étape du Scontrise Cygor Brown, c'est vraiment très plaisant de peindre les grosses portions de métal, notamment l'exosquelette. Il y a un effet de résultat instantané très satisfaisant. On commence à peindre les panneaux verts avec du base Wagflesh. Pour savoir quel panneau peindre, je me suis inspiré du bouquin, mais faites comme vous voulez, soyez créatifs. Pour ceux qui se sentent plus à l'aise, vous pouvez peindre des motifs, faire des panneaux bicouleurs, etc. Enfin bref, faites-vous plaisir. Utilisez un pinceau assez fin afin de repasser sur les zones où vous auriez dépassé dans les phases précédentes. Pour la première couche de base des panneaux, on reste sur des aplats simples. On fera le stippling sur les phases suivantes. Ce qui est un petit peu difficile au pinceau avec les larges surfaces planes, c'est d'avoir un rendu lisse et uniforme. C'est pas si important que ça à ce stade, puisqu'on va continuer à construire la couleur par la suite, mais afin d'avoir quand même un rendu suffisamment propre, il vaut mieux parfois passer plusieurs couches de la même couleur, mais à chaque fois des couches très fines de peinture.
Pour tous les panneaux qui seront blancs, on commencera avec du Layer Administratum Gray. D'abord pour corriger les endroits où on aurait dépassé, et ensuite pour faciliter la transition vers le blanc. Alors l'avantage d'avoir sous-couché en blanc bien sûr, c'est qu'on va forcément faciliter cette transition. Donc ce sera une étape assez rapide. Pour les optiques, on commencera par une première couche de base Corn Red. Il s'agira des yeux, viseurs, hublots, etc. Passez à un pinceau plus fin pour avoir plus de contrôle sur la peinture et éviter de trop dépasser. On continue le parti rouge en éclaircissant avec du Layer Evilson Scarlet, afin de donner un aspect un peu luminescent, orange vif, et collé à l'illustration que je vais progressivement en fait dégrader du rouge vers le orange. Mais c'est totalement optionnel, donc si vous ne sentez pas, vous pouvez vous arrêter à cette étape pour le rouge. Pour les optiques, mettez juste des petites pointes de couleur. J'ai aussi peint le tabac en rouge, ça rajoutera un peu de contraste à l'ensemble de la figurine et ça permet de coller à l'iconographie du bouquin. Pour donner l'illusion d'un aspect texturé, essayez de tracer des lignes de rouge fines les unes après les autres. Ça évitera de conférer un aspect plat et lisse pas très naturel pour du textile. Une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir passer enfin à la technique du stippling pour venir construire les différentes couleurs vert et blanc sur les panneaux d'armure. On va utiliser deux types de pinceaux, un pinceau brosse large et un pinceau brosse un peu plus court pour aller un petit peu plus dans le détail. Et on va venir tapoter, voilà. On met de la peinture un peu comme sur du brossage, donc on met juste sur la base du pinceau, on tapote dans un chiffre, histoire d'enlever le trop plein de peinture, et on vient tapoter sur la figurine. Et ça va super vite, c'est assez agréable en plus. Et en fait ça va avoir l'avantage de laisser transparaître la couche précédente, vous voyez, on voit vraiment la différence là, de couleur entre la nouvelle couche et la suivante. Et ça va faire un effet de transition en fait très naturel. On va avoir tendance en tapotant à accentuer sur les surfaces les plus apparentes et les plus visibles, ce qui va permettre de simuler un effet de lumière naturelle. Et donc en fait tout ça, ça va permettre en fait de donner un peu du volume et de la texture aux surfaces planes qui autrement sont compliquées à peindre juste avec le pinceau. Alors avec un aérographe, bien sûr c'est beaucoup plus simple, et vu que moi j'en ai pas, et que le but c'est vraiment de vous présenter cette technique là, voilà, on est en plein dedans. Donc ça va assez vite. Et en fait on va utiliser cette technique de stippling aussi bien pour le vert que pour le blanc, et progressivement on va éclaircir le vert. Une fois que la première couche de stippling en vert est terminée, on aura bien insisté sur les parties les plus exposées à la lumière pour donner du relief et un éclaircissement naturel, mais on va accentuer encore le contraste et surtout l'ombrage de la figurine en faisant un lavis de Shade Coelia Green Shade. Le lavis en fait va permettre de lier les couleurs entre elles. Il va se mettre dans les creux de la figurine pour renforcer les ombres naturelles et faire ressortir les détails. Pour éviter que le lavis ne stagne dans certaines zones, notamment sur des zones plates, suivez les lignes de la figurine et ne vous attardez pas sur les parties des surfaces trop plates. Pendant que le lavis vert sèche, on commence le stippling des parties blanches avec du layer white scar. Mêmes éléments que précédemment, tapotez en insistant sur les zones les plus exposées à la lumière, tout en laissant visible une partie de la couche précédente. Si vous dépassez, ce n'est pas grave, ça sera corrigé par les étapes suivantes.
On repasse sur les panneaux verts une fois que le lavis a bien séché, avec du layer Sybarite Green. Toujours en stippling, toujours de la même manière, mais en laissant bien transparaître les couches précédentes et en insistant plus sur les zones les plus exposées à la lumière. L'idée c'est bien d'avoir une transition subtile entre les couleurs en apportant du contraste, de la profondeur et de la texture facilement. Le pointillé va permettre d'atténuer la rupture nette entre la zone qui a reçu du shade et la zone qui n'en a pas reçu, et de fondre naturellement les zones entre elles. Pour éclaircir et finir le stippling du vert, on utilisera du layer Mood Green. Mêmes éléments que précédemment, mais en insistant uniquement sur les parties les plus exposées à la lumière. Je suis parti sur un vert très vif, parce que ça me plaît bien, et c'est vrai que d'après le bouquin, le vert est un peu plus sombre, type plutôt forêt, mais j'aime bien quand les couleurs ont du peps. Le stippling, c'est une technique qui convient tout particulièrement aux figurines avec des larges zones plates, comme les véhicules notamment. Quand on n'a pas d'aérographe, je pense que c'est la meilleure technique pour peindre rapidement, facilement et efficacement ce type de figurine. D'autant que chaque étape est plus rapide que la précédente. C'est simple, s'il n'y a pas besoin d'être précis, et rapidement on obtient des transitions et des gradés subtils sur des surfaces lisses. Le stippling est maintenant terminé, il y a forcément eu quelques dérapages sur les dorures, donc pour facilement réparer ça et pour éclaircir également les bordures dorées, on va utiliser du layer Auric Armor Gold. Avec un petit pinceau, insistez uniquement sur les zones qui auront tendance à être les plus exposées à la lumière. Inutile d'en mettre partout. Allez-y uniquement par petites touches successives afin de rendre le doré plus vif. Voilà, on a presque fini. Il va me rester principalement les optiques à faire. Donc pour ça, je vais utiliser une petite succession assez rapide. Fire Dragon Bright, de Flash Gitz Yellow et de Lamenteur's Yellow. Voilà, on va faire ça avant de faire une espèce de lavis un peu général d'Agrax Earthshade, histoire de lier ensemble les différentes parties. Pour finir le dégradé du rouge vers le orange vif, laissez systématiquement un petit peu de la couche précédente visible, en particulier sur le bas des panneaux, et plus on va remonter vers le haut, plus on ira sur des teintes plus claires. On passera du rouge au orange, puis carrément au jaune. Pour donner un effet de reflet, peignez tous les dégradés du même côté, en l'occurrence j'ai pris le coin supérieur gauche. Uniquement une petite touche de layer Flash Gitz Yellow. Et enfin, pour lier les couleurs entre elles et donner un aspect incandescent, on termine avec une petite gouche de Glaze Lamenteur's Yellow. Un peu comme s'il brûlait de la divine lumière de l'empereur. On vient faire un lavis de Agrax Earthshade afin d'assombrir le métal, ce qui va apporter plus de contraste à la figurine et donner un aspect plus huileux et crasseux au métal. Et on va faire pareil sur les dorures. Pas hésiter à déborder entre les bordures et les jointures, ça renforcera le lien entre les différentes couleurs et ça donnera un effet plus réaliste. Pour le blanc, ça va avoir tendance à le salir, donc faites attention à ne pas trop en mettre. Sinon c'est pas grave, essuyez avec le doigt tout de suite et ça donnera un effet plus crédible de salissure. Commencez d'abord par ancrer les dorures, ce qui fera gagner du temps de séchage pour l'étape d'après. Puis on repasse sur les parties métalliques et notamment l'exosquelette. Ajoutez quelques touches de shade en insistant dans les creux, ça va permettre d'apporter un peu plus de complexité, de nuances et de contraste à la couleur métallique. Mettez-en ici et là, inutile d'être trop exhaustif. Pendant que le lavis sèche, on vient utiliser du Glaze Way Watcher Green. C'est une espèce de lavis, un glacis en fait qui vient unifier les transitions entre les différentes couleurs de vert et rendre le vert plus vif encore. À la différence du shade ou lavis, on ne cherchera pas à accentuer les ombres en allant dans les recoins, mais on va peindre les surfaces elles-mêmes, les parties les plus exposées à la lumière.
Pendant que le reste de la figurine sèche, on va commencer à peindre le socle. J'utiliserai globalement les mêmes techniques que dans mes autres vidéos, avec un peu plus de nuances. Je rajouterai en effet quelques touches de gris ici et là, pour simuler du béton, des débris de champ de bataille. On commence par un brossage large de base Administratum Grey sur toutes les formes du socle, qui vont faire penser à des débris, des formes un peu carrées, géométriques, plus artificielles en fait que naturelles. Quelques touches ici et là, hein, n'en faites pas trop, il est absolument inutile d'être précis. Brosser du Gorthor Brown sur l'ensemble du socle. Le brossage va permettre de faire ressortir les détails du socle, la terre craquelée, les arêtes, les rochers, etc., tout en apportant un peu de nuance à la couche de base de Saigur Brown. Tapoter en stippling les pattes du chevalier, ça servira à simuler un effet de salissure réaliste. Insistez sur les parties les plus proches du sol pour simuler les éclaboussures de boue réaliste, mais n'en faites pas trop non plus. On repasse sur le béton avec du layer Dunstone. Brossez plus légèrement les parties précédemment brossées en gris sombre. On va apporter de l'éclaircissement au gris. L'idée c'est de varier les teintes afin d'apporter du réalisme, et un narratif et du contraste à l'ensemble. Brossez la terre avec du Baneblade Brown, qui va donner une teinte plus claire et ajouter encore du contraste au socle. Faites juste un brossage et un stippling un peu plus léger pour laisser apparaître la couche précédente. Même chose avec le Nurgling Green, mais un brossage encore plus léger en insistant sur les bords du socle et avec un mouvement du bas vers le haut, comme pour simuler un effet de radiance du sol touché par des armes radioactives et toxiques. Ça renforcera le narratif de la figurine et elle se bat dans un sol boueux, une terre ravagée et radioactive néfaste, très à propos pour les champs de bataille du 41e millénaire. Enfin, repeignez les bords du socle avec du Rhinox Hide pour donner une finition plus nette à la figurine. Il ne restera plus qu'à éclaircir les parties métalliques avec du layer Iron Breaker. Là encore, avec un pinceau brosse large, insistez uniquement sur les zones les plus exposées à la lumière. Inutile d'être trop précis ni exhaustif. Si jamais vous dépassez, ça rajoutera un effet de dommage de bataille. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif était bien de vous proposer une méthode simple et efficace pour peindre vos figurines de Légion Imperialis. En l'occurrence, j'ai peint 2 chevaliers impériaux taille 40K, mais les techniques s'appliquent parfaitement aux figurines de Légion Imperialis, et ce sera beaucoup plus rapide forcément puisqu'elles seront plus petites. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous êtes en panne d'inspiration pour vos légions titanesques et vos maisons chevaliers. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao.